BFM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. C'est parti, comme dit Sofiane, pour des questions et des réponses, des conseils, surtout jusqu'à 13h de nos experts avisés. On est avec vous, on répond à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct jusqu'à 13h et puis le live LinkedIn et le live sur X, vous postez vos commentaires et puis on les lit, on est avec vous. Exactement, et nos experts autour de cette table aujourd'hui, Amandine Blanchet, recruteuse au Mercato de l'Emploi. Bonjour et bienvenue Amandine. Bonjour Sandra. À vos côtés, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année et qui connaît cette émission. Bonjour Ludovic. Bonjour Sandra. Sandrine Evangelista, notre fondatrice de Leaders for a Good Planet, qui est une habituée de l'émission. Bonjour Sandrine. Et Steven Théalier, associé chez Voxus Avocat, spécialiste en droit du travail. Bonjour Steven. Bonjour Sandra. Merci à vous d'être dans cette émission. On commence par la première question, Sofiane. Oui, pour notre habituée Sandrine Evangelista, c'est Rodolphe qui nous demande: peut-on survivre dans le monde professionnel quand on est considéré comme atypique et qu'on ne rentre pas dans les cases? On est toujours l'atypique de quelqu'un, non? C'est vrai. Oui, mais il y a plus ou moins atypique, on le sait, dans une entreprise. Disons qu'il y a plus ou moins adapté sociétalement dans une culture. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je suis atypique par rapport à une culture franco-française ou est-ce que je suis atypique dans différentes cultures? Parce que donc nous, chez Leaders for a Good Planet, et moi en particulier, je suis née en Afrique de l'Ouest, donc j'ai été élevée dans différents pays. Et ensuite, j'ai aussi travaillé en expatriation dans différents pays du monde. Donc profil atypique. Donc profil atypique, mais en même temps aussi très intéressant de voir que selon les cultures, on est plus ou moins bien adapté par rapport à la culture. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple, on peut être considéré atypique en France si on privilégie la qualité à la quantité de travail et qu'on ne reste pas en faisant du présentéisme jusqu'à 19h ou 20h. Ça, dans une culture anglo-saxonne, c'est vu comme un manque de professionnalisme. Dans une culture africaine, ça n'a aucun sens. Vous voulez dire que c'est un phénomène franco-français? C'est franco-français. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et ça perdure. Hein. Donc on peut se sentir atypique par rapport à un contexte culturel. Donc c'est vraiment intéressant de se poser la question de, finalement, qu'est-ce que je mets derrière le mot atypique? Peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder des entreprises qui correspondent du coup à mon type de profil psychologique. Donc c'est aussi intéressant de regarder culturellement quelles sont les cultures qui correspondent mieux à qui je suis. Amandine, vous êtes d'accord sur mettre un petit peu en avant et se connaître bien pour adapter finalement son parcours professionnel? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, moi je dis toujours que tout le monde a une place quelque part. Et donc il faut trouver la bonne identité, la bonne entreprise qui correspond à ses valeurs et c'est un choix réciproque, donc je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça c'est fait. Sofiane. Oui, on est atypique, mais parfois, entre atypique et bizarre, il n'y a qu'un pas. Moi, je parle de mon cas, je suis bizarre. On parle de ne pas rentrer dans les cases, c'est quand même parfois un peu compliqué. Mettez votre bizarrerie finalement voilà, en avant. Est-ce qu'il faut faire ça? Ou au contraire, oui, moi je suis très pour ça. Ouais. Et c'est la différence entre être un bon exécutant et être un leader. Et un leader ne veut pas dire que j'ai forcément une position hiérarchique de dirigeant, etc. Le leadership, c'est la capacité d'être soi-même dans une case, si je le traduis de façon ultra caricaturale. Mais il faut peut-être se faire coacher, qu'on soit salarié ou qu'on soit patron, d'ailleurs, juste pour se connaître bien, se mettre justement dans la bonne case. Et ça s'apprend. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui trouve sa case, enfin, sauf si on est vraiment bankable au sens où notre type d'identité correspond exactement à la culture de l'entreprise et à la mode sociétalement du moment. Là, c'est super. Mais quand c'est pas le cas, qu'on se sent atypique, ça veut dire qu'en fait, on a ce travail à faire d'accepter cette bizarrerie, voire même de la mettre en avant et d'en faire une valeur ajoutée. Et ça se bosse, ça s'apprend. Message reçu, Sofiane. Très bien, je vais bosser ma bizarrerie. Question suivante. On passe à la question du jour. Éboueurs, cheminots, craignez-vous une grève pendant les Jeux Olympiques? S'agit-il d'un moyen de pression comme un autre ou d'une menace prête à être mise à exécution? Les éboueurs et les égoutiers de Paris ont déposé un préavis du 1er juillet au 8 septembre. Ils demandent une prime exceptionnelle de 1 900 € pour les agents mobilisés. On a beaucoup parlé des cheminots également d'Île-de-France. La fonction publique est également concernée pour les 3 branches. Alors vous avez été nombreux à réagir pendant le week-end. Raphaël, adjoint administratif, nous écrit: force est de constater que depuis quelques années, faire grève est une activité peu rentable. On perd beaucoup en salaire pour gagner ensuite quelques centimes supplémentaires ou des améliorations bien trop superficielles. Morgane, au contraire, pense qu'il ne faut pas céder au chantage. 52 ans à la retraite et personne ne dit rien, quelle honte. C'est pas le cas pour tout le monde, 52 ans. Et Jérémy, qui est business manager, nous dit la grève semble désormais plus à anticiper
et à préparer qu'à craindre. Est-ce qu'on est préparé à cette grève, y compris côté employeur, salariés, les candidatures, etc., pour une période qui s'annonce un peu particulière? Qui veut répondre? Moi, je veux bien prendre la parole. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'événement est interplanétaire, que tous les yeux sont vraiment rivés sur la France. Donc, de toute façon, l'anticipation est obligatoire. On l'entend dans le métro assez souvent, des collaborateurs qui parlent de télétravail forcément anticipé. On parle des JO, mais des Paralympiques aussi, à ne pas oublier. Qui auront lieu à la rentrée. Exactement. Donc, oui, forcément, il y a une pression des syndicats aujourd'hui en amont de ces Jeux, parce que dans tous les cas, au moment et au jour J, voilà, l'attractivité du pays est pointée du doigt. Donc il faut qu'on anticipe au mieux ces sujets-là pour ne pas être confronté aux problématiques de grève pendant les Jeux. Continuez à réagir à nos sujets. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Nouvelle question, Sofiane. Elle est pour vous, Ludovic Naudier, notre expert d'expérience client. Nous avons un espace de coworking et nous avons rencontré des galères, comme le dit Eva, pour l'installation de la cuisine. Comment obtenir une compensation auprès du cuisiniste? Faut-il hausser le ton dès le départ pour obtenir gain de cause? Ça, c'est une galère très concrète, effectivement. Ludovic. Non, mais ça peut arriver. La vraie question, déjà, c'est comment est-ce qu'on a préparé cette intervention. En gros, ce qui compte déjà, c'est le contrat, c'est les réunions de chantier, etc. Et souvent, on peut les négliger. On sait que ça ne sert que quand il y a des problèmes, mais on est bien content de les trouver. La deuxième chose, c'est d'avoir quelques écrits. Parce qu'on est souvent dans une culture orale et la réunion de chantier, ça se formalise. On fait des points d'étape. Si on a fait ça, normalement, on anticipe un minimum. Après, ce qu'il faut, c'est garder le contact et garder l'échange, parce que ce qu'on veut, à la fin, c'est trouver une solution. Et une solution, c'est souvent un compromis. Donc, l'idée, c'est de continuer à échanger, éventuellement de faire un pas en avant aussi. Le fournisseur le fera aussi certainement. Et puis aller sur les réseaux sociaux ou faire pression pour ce genre de choses. En fait, c'est pas des lieux super adaptés. Les gens, très bon, hein, oui. Ils s'en servent souvent pour faire quoi? Pression quand les autres n'ont pas marché. Maintenant, les réseaux sociaux, est-ce que c'est fait pour la relation client? Souvent, pour de la relation client, il faut donner de la donnée personnelle. Sur les réseaux sociaux, c'est pas terrible. Donc, privilégions plutôt de sourire, de garder le contact et de trouver des solutions en faisant chacun un pas l'un vers l'autre. Et puis au bout du bout, peut-être une médiation si c'est nécessaire. Ça peut être toujours mieux, non? Alors, il peut y avoir la médiation, sauf que la médiation, c'est relativement long quand même. Oui. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on a ce genre de problématique, on a aussi nos collaborateurs. Et c'est un service qu'on doit aussi à nos collaborateurs. Donc c'est un peu long pour attendre. Sofiane. Une réaction de Warda sur LinkedIn qui nous salue et qui réagit à votre question, Sandrine, sur l'aspect peut-on survivre dans le monde professionnel quand on est considéré comme atypique. Elle nous écrit: le terme survivre m'a frappé dans sa question. Ce serait intéressant d'avoir du contexte parce que je dirais tout dépend de notre état d'esprit et de notre ambition dans la vie. C'est ce qui nous portera dans tout environnement pour être plus ouvert aux différences et plus adaptable. Une réaction? La fameuse diversité. Et l'inclusion. Enfin, derrière ces mots qui sont un peu bateaux et très à la mode, j'ai envie de dire, il y a une vraie réalité de trouver sa place. Et on n'a plus, et on le voit bien dans les études, les gens n'ont plus envie de devoir se tordre pour faire rentrer un rond dans un carré. C'est ça, de mon point de vue, qu'il faut retenir. Mais elle a raison, Warda. Le mot survivre interpelle réellement, parce que ça revient beaucoup dans cette émission, dans l'entreprise. C'est compliqué, des fois, c'est un peu de la survie. Amandine? Oui, je suis d'accord. Et à partir du moment où on se sent en survie dans l'entreprise, c'est qu'il faut faire le pas vers l'extérieur. Alors, conjointement avec l'employeur, certainement, mais effectivement, c'est un... Se remettre en question et se poser la question, Ludovic. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'expériences de clients qui sont arrivés avec cette notion de « je suis en survie », donc avec une demande de « je veux voir pour partir ». Oui. Accompagnez-moi pour un repositionnement professionnel, etc. Et en réalité, en changeant la posture intérieure, la façon dont on perçoit le monde extérieur change, et donc la façon dont on se positionne dans le monde extérieur change. Donc justement, pour moi, partir et dire tout de suite on va partir, c'est une forme de fuite, ce qui ne règle pas le problème du leadership. Ça règle juste le problème de la survie, juste entre guillemets, c'est important, j'entends que c'est important, mais derrière ça, il y a quand même eu un phénomène ces 3 dernières années de gens qui prennent la fuite. Et quand on regarde aux États-Unis ce qui se passe, il y en a 80% qui reviennent dans leur entreprise. Les salariés boomerang. Et, Ludovic? Non, mais quand on prend aussi la casquette de chef d'entreprise, on a besoin d'avoir des gens atypiques et des gens différents, parce que ce qui fait quand même la force d'une organisation, c'est qu'on n'est pas tous pareils, qu'on est complémentaires, qu'on confronte des idées, qu'on confronte des manières d'être. Et donc, en fait,
survivre, moi aussi, je trouve ça dur. Mais je partage votre opinion. Si on n'est plus bien, dans tous les cas, il faut trouver des solutions qui peuvent être à l'extérieur, mais c'est pas toujours à l'extérieur. Et encore une fois, il nous faut des talents différents dans nos entreprises. Donc 2 solutions proposées sur ce plateau, soit vous sortez, soit vous travaillez sur vous. Les 2 sont intéressantes. Sofiane. Nous sommes en direct et on fait un coucou à Caroline Adam, l'une de nos expertes sur LinkedIn qui commente l'émission en direct pour vous Ludovic et qui dit gardez le contact pour maintenir la relation, pour obtenir ce qu'on veut. Absolument Ludovic, vous avez donc le soutien de notre experte en chef. Voilà pour sa réaction. Merci, Une Caroline. question pour notre juriste Steven. Nous avons été interrogés par nos élus sur le fait que l'entreprise ne prenait pas en charge les frais liés au télétravail. Quelles sont nos obligations en la matière? Question d'actualité, s'il en est, Steven. D'actualité, effectivement. Alors, depuis 2017, le Code du travail ne prévoit plus d'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais qui découlent du télétravail. Donc, on parle pas de quel type légale. de frais? Alors, on parle des abonnements Internet, électricité, matériel, logiciel, donc tous les frais qui sont liés finalement à l'exercice du télétravail. Pas d'obligation légale, mais ça ne veut pas dire pas d'obligation du tout. En fait, il va y avoir 2 questions à se poser, et c'est la jurisprudence là qui apporte des réponses. La première, c'est est-ce que le télétravail est imposé aux salariés par l'employeur? Dans ces cas-là, l'employeur doit prendre en charge ses coûts. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a eu un engagement de pris par l'employeur pour prendre en charge ses frais? Et ça, les engagements, on les retrouve soit dans les chartes télétravail, soit dans les accords collectifs qui ont été négociés au niveau de l'entreprise, ou bien même dans la convention collective de branche à laquelle appartient l'entreprise. Donc il faut aller se renseigner auprès de qui concrètement, au CSE? Alors, le CSE, oui, il peut avoir des réponses, après des juristes aussi. Des juristes. Voilà, c'est clairement notre travail, et puis en interne s'ils sont présents. Et donc, bien consulter la convention collective pour savoir s'il y a des dispositions spécifiques au télétravail et justement aux frais liés au télétravail. Envoyez-nous vos conventions collectives, on les transmettra directement à Steven qui va les éplucher les unes après les autres. N'hésitez pas. On passe au chiffre du jour. 29%, c'est la proportion de postes de managers de transition qui sont occupés par des femmes. Un chiffre faible révélé par le baromètre Morgan Phillips Group. Aucun poste de directeur général n'est occupé par une femme dans les services. L'étude parle même d'une hécatombe féminine pour les postes de direction comme directeur de contrôle de gestion, directeur de la trésorerie et directeur des opérations fiscales où aucune femme n'y occupe une place. Alors Sandrine Evangelista, vous connaissez bien le poste de manager de transition. Il y a encore du travail. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à féminiser le management de transition? On peut peut-être rappeler ce que c'est déjà. Alors le management de transition, effectivement, c'est le fait de prendre un poste, c'est de l'intérim pour les cadres. On va dire ça de façon un peu raccourcie, mais en gros c'est ça. Souvent, le management de transition, c'est dans des phases complexes de l'entreprise. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est quand même rare, qu'on fasse appel à un manager de transition quand tout va bien et qu'il faut simplement développer et faire... ça peut arriver, par exemple, sur des remplacements de congés maternité ou des choses comme ça, mais c'est rare. 29%, ça correspond à peu près au pourcentage des femmes dans les instances dirigeantes, conseil d'administration, poste de DG. Donc, en fait, en même temps, c'est cohérent en termes de parité. Je voudrais attirer l'attention sur comment les femmes sont souvent propulsées sur des postes de manager de transition, mais aussi des postes, ce que j'appelle très casse-gueule. Ça s'appelle les falaises de verre. La falaise de verre. Ouais, je voudrais en parler parce que ça, c'est un truc qui n'est pas du tout, très peu connu. On parle tout le temps du plafond de verre. La falaise de verre, c'est une Theresa May qui se retrouve propulsée à un moment sur un poste qui est hyper casse-gueule, où on se dit, bon, c'est une femme, on va pas sacrifier quelqu'un du sérail parce que si jamais il se plante, ça va faire des ordres. Donc on va la mettre elle. Au mieux, elle réussit et c'est génial. Au pire, elle réussit pas et c'est normal parce que de toute façon, on n'attendait pas qu'elle réussisse. Donc c'est des postes qu'on attribue pour essuyer les plâtres en quelque sorte. Oui, c'est la situation d'urgence. C'est ça. Et on peut, alors moi je vois des femmes qui s'indignent contre ça. On pourrait se dire, ouais, c'est injuste, c'est vrai que souvent on est propulsé. Et c'est une opportunité de carrière, vraiment. Et en management de transition aussi. C'est-à-dire que c'est souvent sur des postes qui sont assez touchy. Donc, en avoir conscience, c'est super important parce qu'en fait, ça va permettre de négocier ça. Ok, c'est ok de prendre un poste qui est très casse-gueule. À partir du moment où vous en avez conscience et que vous ne vous faites pas, entre guillemets, manipuler par la situation, ça va vous permettre de négocier. Qu'est-ce qui se passe après si vous vous plantez? Mais avant, c'est-à-dire que la plupart des femmes, elles rentrent et après, elles se rendent compte que, en fait, c'est une falaise de verre et elles se disent, mince, je me suis fait avoir.
Donc je pense que dans le management de transition pour les femmes, il y a cette opportunité de falaise de verre, parce que ce sont des postes falaise de verre à creuser. Amandine, c'est une opportunité ou c'est un piège ? Je pense qu'il faut tout voir comme des opportunités. Aujourd'hui, qu'il il faut saisir les opportunités et grandir avec. Oui. En tout cas, à méditer. Et vous pouvez évidemment réagir sur cette question comme sur toutes les autres. Dans un instant, on va revenir sur le télétravail. On est au mois de mai, Sofiane. Et oui, une question qui va tous nous concerner. Pont de Mai, puis-je télétravailler ailleurs qu'à mon domicile, même si je le dis pas et pas trop fort à mon employeur? On en parle dans un instant. Toutes les questions juridiques avec nos 4 experts du genre. Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On parle de falaise de verre, on parle de télétravail, on parle de congés. Réagissez évidemment à tous nos sujets Avec vous. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct jusqu'à 13h et nos 4 experts sont là pour vous répondre. Amandine Banchet, recruteuse au Mercato de l'Emploi. Sandrine Evangelista, fondatrice de Leaders for a Good Planet. Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année. Et notre juriste Steven Théallier, associé chez Voxius, avocat spécialiste en droit du travail. Le télétravail et les ponts de mai, Sofiane. Et oui, parce que c'est une nouvelle semaine gruyère, comme on le disait en début d'émission, avec 2 jours qui vont ponctuer cette semaine un peu particulière. Alors on se posait la question, pont de mai, puis-je télétravailler ailleurs qu'à mon domicile? Parce que nombreux sont ceux qui vont prendre la route. Dès mardi, on attend des embouteillages monstres autour de la capitale notamment, pour déserter justement et aller se reposer dans sa maison de campagne si on en a une. Alors c'est la question qu'on avait envie de vous poser. Est-ce qu'on peut le faire un peu discrètement, prendre son ordinateur et aller télétravailler? Steven. Alors, il y a la théorie et la pratique. Hein. Non, quand on met en place le télétravail, la résidence, c'est la résidence habituelle, le lieu de télétravail par principe, le domicile. Pour des raisons d'assurance. D'ailleurs, on demande aux salariés de fournir généralement une attestation d'assurance habitation. Et puis, s'il arrive un accident pendant ses horaires de travail, c'est considéré comme un accident du travail. Donc là, si le salarié décide de son propre chef de travailler à un autre endroit, il y a des questions de responsabilité qui se posent. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, normalement, il devrait demander l'accord auprès de son employeur. Alors après, le télétravail, il se met en place par charte, par accord, mais il peut aussi se mettre beaucoup plus en place, de manière beaucoup plus flexible, par un simple échange de mails entre le manager et le salarié. Donc, et en cas de cyberattaque, parce qu'il y a ça aussi, il y a la sécurité des systèmes informatiques qui n'est pas la même quand elle est installée chez nous et quand elle est sur un lieu de vacances, par exemple. Alors, effectivement, s'il n'y a pas les installations VPN et autres qui normalement s'appliquent, qui sont à son domicile, ouais. Ça pose des questions de mise en danger de la sécurité de l'entreprise. Donc là, après, il risquerait de s'exposer à des sanctions disciplinaires si jamais le risque se produisait. Si jamais mon employeur ne me répond pas, admettons que lui-même est en vacances en ce moment, mais je l'ai prévenu par mail, est-ce que je peux considérer que l'ayant prévenu, c'est bon pour accord et puis je peux y aller quand même? Alors non, l'information ne vaut pas acceptation. Donc non, ça ne le protège pas. Après, on dira qu'il a été de bonne foi de prévenir, mais la plupart en fait ne préviennent pas. Ça ne marche pas, Sofiane. Oui. Tout profil atypique que vous êtes, ça ne marchera pas. Je pensais qu'il fallait faire l'autruche, moi, qu'il fallait rien dire et y aller discrètement embarquer avec son ordinateur pour fuir le Ça ne marche pas. Question suivante. Une question pour notre experte en recrutement, c'est vous, Amandine. Je viens d'embaucher un nouveau paysagiste dans mon entreprise, nous dit David. Il est encore en période d'essai et j'aimerais laisser l'offre d'emploi en ligne au cas où il ne conviendrait pas. Qu'en pensez-vous? Amandine? Première chose, quand on parle de ce sujet-là, c'est le dirigeant aurait envie de faire une offre d'emploi fantôme. Le poste a été pourvu, il n'est plus vacant, donc normalement on supprime l'offre d'emploi. Après, l'objectif c'est de recruter bien, donc ne pas espérer qu'ils partent. Ce qu'on peut avoir en tête, si on a des doutes, c'est plusieurs solutions. C'est déjà effectivement par rapport au profil retenu. Il y a eu peut-être d'autres candidatures, donc de les garder en vivier s'il se passe quelque chose, d'être en veille. En fait, ce sont des actions plutôt invisibles qu'il faut mener, parce que forcément, si vous laissez l'annonce, que le salarié en poste le voit, ça va créer de la méfiance. Oui.
Il vient d'arriver, l'offre est toujours ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Le chef d'entreprise veut me faire confiance et je comprends presque qu'il y a ce sentiment justement de défiance. Donc voilà, de plutôt faire des actions invisibles, de rester en veille sur LinkedIn, sur les réseaux, pour si jamais il faut dégainer, on puisse dégainer. Mais en tout cas, l'objectif de recruter, c'est de recruter bien le premier coup. Donc on va espérer que ça fonctionne du premier coup. Légalement, l'employeur a le droit de laisser cette annonce. Après, effectivement, c'est une question de diplomatie et d'entente dès le départ. Mais Steven, cette annonce, elle a le droit d'être là peut-être jusqu'à ce que cette embauche soit validée? Oui, c'est possible de la laisser jusqu'à ce que l'embauche soit validée, tout à fait. Oui, bon, après, il faut peut-être jouer la transparence, Ludovic. Exactement. Non, et puis en dehors de ça, souvent, on a plusieurs emplois pour voir où c'est pas que cette personne-là. Donc aussi, on a besoin d'avoir un vivier parce qu'on peut se dire, il y a peut-être quelqu'un qui va nous quitter, on va peut-être avoir une surcharge d'activité et donc on veut garder à côté des profils. Un secteur où je travaille pas mal aussi, c'est la restauration. Ce sont des métiers sensibles, etc. Et donc, on est obligé de travailler sur des viviers et en proactif pour aussi des collaborateurs qui souhaiteraient nous quitter. Mais ça s'explique bien. Je veux dire, à partir du moment où on l'explique au collaborateur qui, de toute façon, est en période d'essai, bon, si la période d'essai disparaît, ça va poser un problème. Mais en tout cas, ça s'explique du point de vue de l'employeur qu'il y a une période de test quand même, Amandine. Ça doit pouvoir s'expliquer. Mais encore une fois, effectivement, quand il y a des volumes, des recrutements sur du volume, que l'annonce paraisse toujours, c'est évident. Mais quand il y a un poste, une seule fonction, que la personne prend son poste et que l'offre est toujours visible, alors soit c'est un problème informatique et elle est toujours là, soit c'est volontaire et on fait faut juste faire attention dans la forme. Sofiane. Ça m'amène à me poser une autre question parce que j'ai vu récemment un cas un peu différent où justement une entreprise avait mis en ligne la fiche de poste, la description pour recruter quelqu'un. Donc j'ai reconnu la fiche de poste de la personne, je lui ai envoyé un message en lui disant alors tu t'en vas. Il m'a répondu je n'ai pas signé et j'ai informé mon employeur mais c'était pas officiel. Et on a le droit quand même de prévenir en fait avant la signature, de mettre en ligne le poste de quelqu'un qui l'occupe encore actuellement. Si on veut un peu prendre les devants en tant qu'employeur pour recruter avant que ça se... Alors ça, c'est un peu différent parce que là, ça pourrait laisser penser que vous avez déjà pris la décision de vous séparer d'un collaborateur. Donc ce serait presque admettre un licenciement comme ça avant de la notifier par licenciement ou de signer une rupture conventionnelle par exemple. Donc non, là ça mettrait en risque l'entreprise de publier cette annonce avant l'heure. Là, il faut faire très attention aux dates, sous peine d'indemnité. Oui, exactement. Sofiane. Une question pour Ludovic Naudier. J'ai une entreprise de logistique, nous dit Stéphane. Nous avons subi un gros désagrément avec notre assureur. Faut-il l'exposer en place publique sur les réseaux sociaux? Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas trop. On a dit non, on a les réseaux sociaux, Ludovic. Mais décidément, que des problèmes. Heureusement, la relation client, c'est pas que ça, mais pas que ça. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est souvent une caisse de résonance quand on n'arrive pas à obtenir gain de cause par les autres canaux. C'est uniquement un moyen que l'entreprise prenne contact avec nous si on n'arrive pas à la joindre. Vous n'arrivez pas à régler ce genre de difficultés sur les réseaux sociaux et sur la place publique. Il faut du one-to-one, il faut pouvoir échanger de l'information confidentielle ou de la donnée personnelle. Et encore une fois, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi un nom de Ludovic. Franc. Non, ça c'est franc. Question suivante, Sofiane. On passe au coup de fil. Les chefs d'entreprise et la parentalité, c'est le sujet de l'étude Vistaprint réalisée en exclusivité pour BFM Business. Et Sandra, vous avez passé un coup de fil à Sabine Levellier, vice-présidente marketing de Vistaprint Europe. Le premier constat de cette étude menée auprès de 1000 chefs d'entreprise français, c'est qu'une grosse majorité des chefs d'entreprise ont déjà un ou plusieurs enfants. L'une des premières observations de l'étude, c'est effectivement que près des 2/3 des entrepreneurs interrogés déclarent être parents d'un ou deux enfants. Et au-delà de cela, en fait, ce qui est intéressant, c'est que 20% des entrepreneurs interrogés indiquent que l'arrivée d'un enfant les a justement conduits à se lancer et à créer leur entreprise. C'est un moteur de création d'activité. Près d'un tiers d'entre eux déclarent même que c'est un facteur de motivation au quotidien et que cela a un impact positif sur leur entreprise. Donc c'est un joli constat. Voilà. Et qu'en revanche, ce qu'on voit dans l'étude, c'est que tout n'est pas rose non plus. Il y a une contrepartie, et ça, les entrepreneurs sont très réalistes là-dessus. Le fait d'être parent est un facteur de motivation, mais c'est aussi une responsabilité supplémentaire. Puisqu'il y a un quart des entrepreneurs qui admettent que le fait d'être parent
fait peser davantage de pression sur leurs épaules, notamment d'un point de vue financier. Voilà, et puis il y a les à côté, évidemment. Être patron ne veut pas dire non plus être déchargé des charges domestiques, hein, d'autant plus quand on est une patronne. La réponse de Sabine Leveillé. Globalement, l'observation, c'est que les entrepreneurs parents, une écrasante majorité d'entre eux en tout cas, déclarent se sentir soutenus à 80% par exemple dans la gestion des imprévus, des tâches domestiques, etc. Mais quand on regarde plus en détail, il y a une disparité en tout cas déclarée entre hommes et femmes, hein, puisque près de 2/3 des femmes déclarent assumer plus de la moitié des responsabilités familiales. On est même à 11% des femmes qui déclarent assumer l'intégralité ou la quasi-totalité des tâches familiales et des tâches ménagères, alors que c'est moitié moins chez les hommes. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça rejoint un ensemble d'observations qu'on avait faites dans notre précédente étude, dans laquelle on voyait qu'il y avait des différences hommes-femmes qui étaient assez claires, déclarées encore une fois, hein, mais sur les secteurs, sur les salaires, sur l'accès à l'emprunt aussi. Ce qui était en revanche encourageant pour apporter une note positive, c'est que les nouvelles générations ont l'air d'être moins impactées, ou en tout cas beaucoup plus conscientes des disparités hommes-femmes qui ont pu exister ou qui subsistent. Et en particulier, on avait noté que l'égalité homme-femme était la première des valeurs mises en avant par les jeunes générations d'entrepreneurs. Merci pour ce constat, Sabine Leveillé, vice-présidente marketing de Vistaprint Europe. On fera appel à vous sur d'autres sujets liés à la vie en entreprise le mois prochain pour BFM Business. Sandrine Evangelista, une réaction sur ça, sur ces tâches domestiques et professionnelles, mener tout de front. Le combat n'est pas gagné encore, hein. Et sur je crée une entreprise, moi ça m'a interpellée, je crée une entreprise justement avec le fait que je devienne parent. Le moteur, c'est un moteur. C'est un très moteur intéressant. et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être atypique. Au-delà de ça, il y a cette envie de pouvoir gérer son temps. Et ça, nous, on l'a beaucoup observé. Alors, ça s'est vraiment accéléré ces 3 dernières années, hein, très clairement. Il y a eu quand même un phénomène Covid qui a été plus que très accélérant sur le sujet, mais qu'effectivement, c'est une façon de pouvoir piloter sa carrière différemment et donc de s'organiser différemment. Et ça, c'est l'un des premiers moteurs qu'on observe dans la création d'entreprise. Parfaitement logique. Amandine, une réaction? La première réaction, c'est que je me sens concernée parce que du coup, moi, je suis devenue maman et je suis passée entrepreneur juste après. Et pour ça, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais finalement, on s'organise comme on peut, comme on veut. Exactement. Et en partie, c'était pas que mon seul moteur, mais c'est vraiment décisif dans cette recherche d'équilibre et d'implication et de savoir doser effectivement le temps passé en famille et le temps passé au travail. Vous pouvez réagir évidemment à ces sujets sur notre adresse et sur les réseaux sociaux. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Un petit problème juridique à résoudre pour vous, Steven. C'est Émeric qui nous dit, suite à un entretien que j'ai eu avec mon N+1, il m'a appelé pour me dire de ne plus venir au travail et que je recevrai la lettre de mon licenciement prochainement. Qu'est-ce que je dois faire? Steven, faire mes cartons tout de suite? On y est là. Alors, comme vous le savez, le Code du travail encadre la procédure de licenciement en France. Et bon, pour faire simple, avant de prendre la décision de licencier un collaborateur, il faut le convoquer à un entretien préalable pour lui exposer les motifs pour lesquels on envisage son licenciement. Il va présenter ses observations et ensuite l'employeur pourra, s'il décide de poursuivre, à lui adresser une lettre de licenciement avec les motifs. Il faut la respecter scrupuleusement, cette procédure, parce que les juges estiment que l'employeur qui notifierait verbalement le licenciement avant de faire partir la lettre de licenciement, ça constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et on y revient toujours avec des indemnités devant le Conseil de prud'homme, à charge pour l'entreprise. Donc, que doit faire ce salarié? Il doit se ménager la preuve que son chef l'a appelé. Donc il peut le faire avec son relevé d'appel, mais ça ne va pas suffire. Donc parce qu'il n'y a pas de preuve. Ce serait, oui, parce que c'est toujours la question de la preuve devant les juridictions. Donc là, se constituer une preuve, c'est envoyer peut-être un mail à son N+1 qui retrace l'échange qu'il a eu, en lui demandant confirmation que oui, il peut bien rester chez lui jusqu'à l'attente de sa lettre de licenciement. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il aura une réponse, peut-être pas, mais il aura au moins une trace de ce qui s'est d'une passé. réponse ou d'une non-réponse. Ça veut dire qu'à défaut, vous conseillez à Émeric de revenir
au travail s'il n'a pas de mail tout à fait, oui, pour ne pas se mettre en faute lui-même en fait. Oui, puisqu'il n'a pas de trace qu'on l'a dispensé d'activité, donc il risquerait d'être soit d'être licencié pour abandon de poste, ça serait autre chose, ou présumé démissionnaire, mais bon, voilà. Mais donc oui, je lui conseille ça, mais c'est vrai qu'il y a une affaire assez récente où une DRH avait appelé par courtoisie un salarié pour lui annoncer qu'il était licencié, qu'il n'avait pas besoin de se représenter à son poste de travail pour éviter justement d'être congédié devant ses collègues, et eh bien les juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Ouais, voilà, la courtoisie lui a coûté cher. C'est bon à savoir et il faut se renseigner juridiquement quand on est DRH. Sofiane. Une réaction sur LinkedIn sur le management de transition. Je crois qu'il persiste des biais selon lesquels les hommes ont plus de leadership pour redresser la barre dans des situations difficiles, souvent dans l'urgence. Les dirigeants penseraient donc moins naturellement aux femmes. Sandrine. Moi, je suis pas d'accord avec Moi ça. non plus. Si je peux me permettre. Pas du tout. Je pense que ça dépend vraiment des gens, qu'on peut pas faire une généralité. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on n'envisage pas les femmes pour faire les mêmes jobs et les mêmes missions que les hommes, ça c'est sûr. Mais c'est pas, on pense moins naturellement. C'est juste dans des postures différentes. Et est-ce que parce que les hommes sont plus susceptibles d'être à ces postes de décision pour faire appel à des collaborateurs ou des collaboratrices, ils pensent peut-être plus à des collaborateurs, donc à des hommes? Non, je suis pas d'accord avec ça. Les hommes ne favorisent pas les hommes et... Non, c'est pas ce qu'on observe. Et d'ailleurs, souvent, les hommes vous disent, en tout cas, moi, les CEO que j'accompagne, souvent me disent, mais en fait, pourquoi je propose aux femmes et qu'elles refusent? Ils adoreraient que ce soit des femmes. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à en trouver, souvent. Comme vous dites, il ne faut pas forcément faire de généralité sur ces questions-là. Sofiane. Une question pour notre experte recrutement. Je suis jeune diplômé sortant d'école de commerce. Je cherche mon premier emploi, idéalement un CDI. Comment en décrocher un face à mon manque d'expérience, nous demande Victoria. Le sacro-saint CDI, Amandine. Exactement. La première chose, et quand on postule et qu'on cherche un emploi, c'est quand même le CV. Donc c'est de bien mettre en valeur ses compétences acquises en stage, en job d'été, en expérience associative, donc de pouvoir valoriser tous ces savoirs et savoir-faire que vous avez pu acquérir tout au long de vos rencontres, de vos différentes formations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous avez un job d'été, un stage, donc une lettre de recommandation ou une recommandation sur LinkedIn. Ça se fait aussi beaucoup de demander justement à votre ancien tuteur de stage d'avoir un retour sur le travail effectué. Et puis, sans oublier un point qui est hyper important, c'est de se déplacer aussi. Il y a pas mal d'événements, emploi ou pas d'ailleurs, d'aller à la rencontre des potentiels employeurs que vous avez identifiés comme votre futur et votre cible en tout cas, parce que ça crée le lien. Au-delà du CV, forcément, l'humain est important et votre valeur, vous pouvez la démontrer aussi en face à face. Lettre de motivation ou pas lettre de motivation? Telle est la question. De plus en plus, la lettre de motivation, et moi je l'ai vécu en entreprise, on la demande souvent après les premiers entretiens pour qu'il y ait un contenu intéressant quand on la demande et quand on la fait au démarrage. Si on en fait une, moi mon seul conseil c'est qu'elle soit bien faite, personnalisée et qu'elle apporte de la valeur par rapport à ce qu'il y a dans le CV. Sinon, c'est pas la peine. Mais justement, ça humanise le CV, ce sont des lignes, des chiffres. Ça peut peut-être permettre quand même de légèrement sélectionner. Effectivement, encore une fois, si elle est personnalisée, qu'elle apporte du contenu, qu'elle met en valeur des choses que la personne n'a pas pu ou réussi à mettre en valeur sur ces quelques mots du CV, ça apporte du contenu. Encore faut-il, en tant qu'employeur, les lire. Alors moi, justement, je les cherche. Quand je reçois des candidatures, je regarde toujours s'il y a un complément. Une lettre formelle ou un mail d'accompagnement, mais un complément pour comprendre le projet et pourquoi il a postulé. L'actu du jour, Sofiane. Évaluer les avantages salariaux de votre entreprise. C'est le conseil du jour dans le journal Le Parisien qui nous présente une solution, l'atout. Elle permet de visualiser l'ensemble des à côté, tous ces avantages en nature offerts par une entreprise, titre restaurant, place de cinéma, jours supplémentaires de vacances ou encore participation à la salle de sport. Ces à côté divers, Amandine, ce sont des arguments qui fonctionnent encore pour attirer les candidats? Ça fonctionne toujours, c'est du plus. Il faut savoir les mettre en avant et que ce soit des vrais avantages. Alors, on entend souvent la mutuelle, les tickets restaurants presque et les transports, ce sont des obligations. Donc vraiment d'aller chercher les vrais avantages différenciants pour l'entreprise, avantages salariaux, sociaux ou autres. Organisation du travail, par exemple. On dit beaucoup que dans les candidatures, s'il n'y a pas la mention télétravail, déjà on a perdu la moitié des gens.
Oui, alors ça dépendra peut-être de la région et de la ville et de l'activité, mais c'est notamment que les gens cherchent, effectivement. Sofiane. Ça permet aussi de faire le point pour les employeurs sur ce qu'ils ont à offrir et ce qu'ils offrent déjà. Dans cet article, un chef d'entreprise explique qu'il n'avait pas conscience d'offrir près de 450 € par mois à ses 10 salariés. Mais il explique, personne ne va rechigner sur des chèques vacances, mais les collaborateurs ont en moyenne 30 ans dans mon entreprise avec des projets immobiliers. Or, pour décrocher un prêt, ils ont besoin d'un maximum de salaire. Ouais. Ça reste donc un plus et on attend avant tout du salaire quand même, ce qu'il y a à la fin sur la fiche de paie. Clairement, et aujourd'hui, on le dit souvent aussi, le baby-foot c'est super, mais ça n'apporte pas de valeur à la rémunération. Donc il faut effectivement trouver ce juste milieu de négociation sur la partie salariale et ses à côté, effectivement. Ludovic, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'entendais parler du baby-foot. Non, mais nous, on a eu exactement ce cas de figure, c'est qu'à un moment, en fait, ces avantages, c'est pas du salaire. Et quand ils veulent faire un emprunt, etc., ça rentre du coup pas dans le calcul. Absolument. Donc ça réduit d'autant. Donc Oui. c'est l'éternelle question entre ce qui est fiscalisé, pas fiscalisé, ce qui a de la valeur ou pas pour le collaborateur. Après, c'est sympa d'avoir des places de cinéma à 5 €. Ça se prend, Oui. mais c'est difficile. Ça Auprès du n'accorde pas banquier, votre ça change rien. Sofiane. Une question pour Ludovic Naudier. J'ai une équipe de commerciaux qui vendent par téléphone. Quels mots ou formules font mouche pour réaliser le closing d'une vente? Ludovic. Alors s'il y avait la formule miracle, je pense qu'on l'appliquerait tous et que... Vous ne seriez pas là. Je serais plus précis. Non, mais en fait, il y a des choses toutes bêtes. La première chose, c'est de s'assurer de la disponibilité de son interlocuteur. Parce que c'est difficile de vendre quelque chose si la personne avec laquelle vous discutez est en train de faire quelque chose derrière ou est avec un enfant, par exemple. La deuxième chose, c'est le b.a.-ba, mais c'est les phases. Il faut faire une découverte, en fait, pour comprendre les leviers que vous avez avec cette personne. Enfin, il va y avoir ce qu'on va appeler la recommandation avec l'appel des oui, souvent. Et on se dit que quelqu'un qui a dit oui plusieurs fois sera plus sensible, vous dira plus facilement oui à la fin de l'entretien. Et puis, les vieux briscards, entre guillemets, ce qu'ils vous diront aussi, c'est que la règle d'or, c'est le silence. C'est qu'une fois que vous avez fait votre préconisation, c'est le premier qui parle qui a perdu. Donc, c'est le premier qui parle qui va acheter ou pas faire sa vente. Et donc, il faut savoir garder le silence, même au téléphone. J'aime bien quand il y a des méthodes comme ça. C'était la méthode en 4 points de Ludovic Naudier. Ça, c'était très sympa, effectivement, cette petite méthode pour attirer le client. Sofiane. Une question pour Sandrine Evangelista. Est-ce qu'on peut évoluer dans sa carrière si on a envie de se spécialiser dans son domaine d'expertise et pas de devenir manager, nous demande Jasmine. Très bonne question. Il y a un moment, la question se pose. Très bonne question et très peu d'entreprises qui laissent le choix entre évoluer vers une carrière d'expert et évoluer vers une carrière de manager avec un même système de reconnaissance et de rémunération. Parce qu'en fait, le problème, souvent, c'est ça. C'est que pour pouvoir avoir une rémunération, des responsabilités et une reconnaissance qui augmente, donc si on a de l'ambition, on se voit contraint d'être manager alors qu'on peut ne pas aimer d'une part manager et d'autre part préférer être un expert technique. Donc c'est encore assez peu répandu. Il y a des entreprises qui ont mis en place des doubles, ce que j'appelle des doubles possibilités, des doubles parcours, plutôt des grosses, qui valorisent à la fois les gens qui choisissent des experts, parce qu'on en a besoin, et à la fois les gens qui choisissent d'être des managers et au même niveau de salaire et de reconnaissance. Mais alors on fait quoi? On est proactif, on le propose à ses managers, parce que quand même on a un petit peu l'impression que les entreprises manquent d'imagination à partir d'un certain stade de la carrière. Alors est-ce que c'est aux collaborateurs d'aller proposer ça, de définir les contours de son poste finalement? Oui, moi je suis très partante de ça. Je pense qu'aujourd'hui on a la possibilité de définir ce qu'on veut, mais pas en exigeant. Il y a un travers quand même qu'on voit beaucoup, c'est le côté on exige tout. Il y a eu un effet de balancier. Il y a eu beaucoup de pression sur les salariés par les employeurs. Et puis maintenant, il y a beaucoup de pression sur les employeurs par les salariés. Ouais. Je pense que l'équilibre est au milieu et que donc, il y a à définir sans exiger et en proposant, en disant, voilà, moi j'ai envie d'évoluer, mais j'ai pas envie d'évoluer vers une carrière de manager, mais j'ai envie d'être reconnu comme tel, j'ai envie d'avoir un salaire qui augmente, j'ai envie de prendre des responsabilités. Peut-être que je peux représenter l'entreprise autrement, parce qu'un bon expert, ça va être aussi quelqu'un qui, par exemple, fait des publications, qui est visible et reconnu sur le marché, qui va valoriser une forme de leadership de l'entreprise. Ludovic, c'est la bonne méthode, parce que souvent quand on propose comme ça, je voudrais faire ça, je te propose de faire ça, la partie je et le tout pour une augmentation de salaire, ça peut ne pas passer. Vous en pensez quoi? Non mais on a tous vu des gens qui sont des bons spécialistes mais qui ne sont pas capables d'animer une équipe. Ouais. La vraie chose, c'est aussi comment est-ce qu'on anime ces experts. C'est-à-dire que quand on parle de gouvernance dans une entreprise, souvent
ceux qui encadrent font partie de la gouvernance ou d'une certaine gouvernance. Et je pense qu'il faut aussi mettre une gouvernance des experts et animer ces instances avec eux. Sandrine? Oui, c'est complètement ce qu'on fait chez Leaders for a Good Planet. On crée des parcours pour animer les communautés d'experts ou des communautés en général. Mais effectivement, je suis complètement d'accord. Et il y a aussi, c'est la réalité aussi pour l'innovation, les profils innovants, les profils atypiques, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir une politique et une stratégie autour de ça. C'est à vous de définir un petit peu l'entreprise de demain. Très intéressant en tout cas comme sujet. On va revenir sur la question du jour, Sofiane. Et oui, éboueurs, cheminots, craignez-vous une grève pendant les Jeux Olympiques? Vous êtes nombreux à avoir répondu tout le week-end et la réponse est très majoritairement oui. Oui à 72% sur LinkedIn, oui à 56% sur X et 58% sur Thread. On le voit donc que cette menace qui plane de grève pendant cette période estivale vous fait peur. On va essayer d'être un peu optimiste dans les jours qui viennent. On va demander à nos experts de s'exprimer sur l'organisation de l'entreprise pendant les JO, pendant toute cette période. Vous nous écrivez aussi à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On lit votre courrier et à partir de la semaine prochaine, on y répondra tous les jours avec nos experts. QR code, télétravail, congé. On attend vos témoignages, vos questions, vos inquiétudes. On va y répondre. La question de demain, Sofiane. Et oui, en attendant, on parlera de management vertical versus management plat, comme on dit. Alors, on vous pose cette question. L'organisation sans hiérarchie peut-elle exister au bureau? Vous nous apportez vos témoignages sur votre vie au travail avec vous à bfmbusiness.fr. On en parle demain avec nos 4 experts du jour. On est ravis d'avoir accueilli aujourd'hui Amandine Bancher, recruteuse au Mercato de l'Emploi, Sandrine Evangelista, fondatrice de Leaders for a Good Planet, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année, et Steven Théallier, notre juriste du jour, associé chez Voxius Avocat. Merci à tous les 4 d'être venus aujourd'hui pour vous donner vos précieux conseils. Nous, on se retrouve demain, Sofiane. Et oui, et merci aux 400 personnes de nous suivre en direct actuellement sur LinkedIn et de poser toutes vos questions à nos experts qui sont là pour vous répondre tous les jours. Moi, Gruyère pour le mois de mai, mais pas du tout. Vous êtes là, on est là aussi. Tout le monde est là, on répond à vos questions, on est avec vous. Passez une très bonne journée sur BFM Business et retrouvez cette émission en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Bonne journée à tous. Avec vous sur BFM Business.